Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux. Merci déjà, avant toute chose, d'être parmi nous pour ce panel. Donc, Ewilan toujours dans nos cœurs. Bien évidemment, ça va au-delà d'Ewilan. Vous êtes aussi ici pour célébrer un hommage à Pierre Bottero et à son œuvre. J'ai la chance aujourd'hui d'être entouré par trois personnes exceptionnelles. Donc vous avez Tom Lévesque juste ici, qui en plus d'être... oui d'ailleurs, oui, vous pouvez. Monsieur Acéphane, qui est donc auteur, éditeur, performeur. Il a de multiples casquettes, mais il est surtout l'auteur du livre Sur les traces d'Ewilan, donc aux éditions Rajo. Vous pouvez aussi applaudir le livre, hein, d'ailleurs, tant qu'à faire. Vous êtes aussi en présence de Brune Bottero, donc fille de Pierre Bottero, qui pour la première fois aujourd'hui parle de son père et qui est aussi l'autrice de l'histoire de la vache noire chez Seuil Jeunesse, qui est un super album si vous avez l'occasion d'y jeter un œil. Et dernièrement, donc Aphrodite Amour, performeuse, immense drag queen. Pour ceux qui ont regardé Drag Race France, vous la connaissez. Donc c'est un honneur pour moi d'être en votre présence à tous les trois, face à un hommage à un auteur qui, pour moi, a été décisif dans ma carrière de libraire et même dans ma peut-être future carrière d'auteur. Je voulais qu'on commence par quelque chose d'assez simple au final. Je voulais peut-être en commençant par Tom, connaître un peu ton introduction à cet univers-là. Est-ce que ça avait commencé par Ewilan? Voilà, nous parler de comment tu es tombé dans ces livres-là et comment tu y es resté surtout. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de venir parler de Ewilan et de l'œuvre de Pierre Bottero parce qu'en effet, elle a été pour moi aussi très décisive dans mon parcours de lecteur et puis ma carrière d'auteur aussi. Moi, j'ai découvert en effet par Ewilan. C'est une amie qui m'en a parlé et c'était en vacances. Mon grand-père m'a acheté le premier livre et puis j'ai dû le finir en 1 ou 2 jours. Donc le lendemain, je lui ai dit il faut que tu m'achètes le deuxième et puis ainsi de suite. Et je l'ai tout lu d'un coup. C'était juste avant la sortie du dernier tome d'Elana. Et puis voilà, moi ça a été un auteur qui a été important en tant que lecteur, mais je pense que c'était ma première confrontation à une plume où je sentais qu'il y avait un vrai style, une vraie plume d'auteur recherchée, et ça a été un peu un bouleversement aussi à ce niveau-là. Est-ce que Aphrodite, tu peux nous parler de ton introduction à cet univers-là, toi aussi? De mon De cette introduction à cet univers-là, justement. Alors, moi, c'était un petit peu pareil. J'avais, je crois, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'ai découvert Ewilan, donc tout bêtement dans le CDI. Bah non, j'étais plus vieux du coup. Au CDI du collège, où il y avait tous les livres alignés, et où je me suis dit, mais en fait, ça existe en France, c'est possible d'avoir de la fantaisie, d'avoir de l'aventure, d'avoir ce genre de choses qui pour nous étaient typiquement américains, en fait, au début. Euh, et c'est également, je crois, l'une des premières fois que, au bout de 4 pages, je vois un personnage principal noir. Et donc, obligatoirement, je me dis, bah, bon, ok, il y a quelque chose, il y a un, comment dire, il y a un sujet, il y a des choses très intéressantes et je l'ai pas lâché du coup. Et qu'est-ce qui a fait à un moment que tu n'as pas lâché justement ces livres? Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur où tu t'es dit il faut que j'aille au bout de cette histoire-là? L'histoire est, en fait, l'histoire est prenante. La manière d'écrire, bah, j'étais très jeune, donc je pense que la manière d'écrire, je la voyais qu'à moitié. Mais la manière d'écrire était très, très prenante. En fait, on était tout de suite plongé dans un monde où on n'avait pas envie d'en sortir, on avait envie d'en découvrir plus, de savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment Ewilan allait dompter ses pouvoirs, un peu, ce genre de choses. Et j'avoue que oui, c'était juste très prenant en fait. Donc on voulait savoir la suite. Brune, moi quand j'ai appris que tu faisais partie de ce panel, une des premières questions que je me suis posée, quand on est la fille d'un auteur qui a autant compté et qui continue de compter pour autant de gens, quand est-ce que soit on prend conscience que papa est un auteur, que papa compte autant pour autant de gens,
et à quel moment on décide de lire son œuvre? Est-ce qu'on est un peu terrifié? Est-ce qu'on la met un peu à distance? Ou justement, est-ce qu'on y va en tant que lectrice, mais peut-être pas en tant que fille, justement? Alors en fait, il y a plusieurs questions là, mais moi j'ai pris conscience que mon père comptait autant pour ses lecteurs quand il a commencé à avoir beaucoup de succès. Et moi je l'ai lu bien avant ça. J'ai lu ses livres, tous ses livres, avant qu'ils soient publiés. J'ai eu cette chance. Et on avait dans la famille une sorte de petits rituels. Il s'est mis à écrire en fait quand moi je crois que j'étais au collège. Donc à la base, il était instituteur. Et quand il s'est mis à écrire, il imprimait les chapitres qu'il avait écrits le jour. Et puis le soir, il nous les faisait lire dans la famille, à ma mère, à mes sœurs. Donc pour moi, j'ai lu mon père avant de lire un auteur, de lire Pierre Bottero, parce que c'était pas encore, c'était Pierre Bottero, mais c'était pas encore un auteur publié. Donc c'est plutôt, j'ai toujours été sa lectrice. En fait, je le suis plus maintenant. Depuis sa mort, j'ai du mal à lire, à relire en fait, parce que j'ai quand même tout lu, mais j'ai du mal à relire ses textes. Mais j'ai pas, c'est cette figure-là de l'auteur connu. C'est arrivé après, et je sais pas s'il y a eu un moment où j'ai pris conscience. Peut-être quand j'ai commencé à travailler, à étudier les métiers du livre, que je me suis rendu compte que beaucoup de gens connaissaient et que c'était pas juste mon papa, quoi, que c'était quelqu'un ça avait pris des dimensions assez énormes, quoi. J'ai pensé à un parallèle, en fait, quand j'ai pensé à la vie que tu avais pu avoir avec un père auteur. On dit souvent, en fait, des grands cuisiniers qu'en général, à la maison, ils cuisinent pas. Et donc, je me demandais si Pierre Bottero, papa, est-ce qu'il racontait des histoires autres, évidemment, que ce qu'il te faisait lire? Est-ce qu'il racontait des histoires ou est-ce qu'il se disait c'est bon, je passe assez de temps à écrire, les gamins, vous vous débrouillez, quoi? Non, il racontait des histoires, évidemment. Il cuisinait aussi un peu, d'ailleurs. Non, il racontait des histoires. Je pense que mon père racontait des histoires depuis toujours. En fait, on a retrouvé, il avait retrouvé dans ses affaires d'enfance un tout premier roman qu'il avait écrit quand il avait 6 ans. Je regarde ma mère parce que je sais plus comment ça s'appelait, Le Petit Crocodile. Non, peut-être Tom, tu avais retrouvé ça là, une petite aventure d'un petit crocodile, je crois, avec son papa dans la forêt. Voilà, c'était sa première œuvre. Non, bien sûr qu'il racontait des histoires. En fait, comment dire, il y avait les histoires qui nous racontait à nous, ses enfants, le soir pour nous endormir, qu'il inventait. Mais de toute façon, il a toujours vécu le monde à travers les histoires. C'est-à-dire que quand il était jeune adulte, adolescent, il faisait beaucoup de jeux de rôle. Alors moi, je connais pas bien l'univers du jeu de rôle, mais en tout cas, lui, il avait sa mission dans les jeux de rôle, c'était d'être le conteur, le maître du jeu. Merci maman. Donc c'est celui qui raconte, c'est celui qui orchestre en fait, et d'une manière générale dans sa façon même de parler avec les autres, d'enseigner, parce qu'il a été longtemps enseignant, il passait toujours par le biais de la narration, de raconter des histoires. Donc pour moi, qu'il devienne écrivain, c'était une évidence. Mais il aurait pu devenir, je sais pas, peut-être réalisateur, dans tous les cas, il y avait matière à raconter des histoires, quoi qu'il fasse. Je voulais revenir un petit peu sur l'écriture de ton livre, Tom. Peut-être partir un peu à la base du projet. Ça avait été une vraie surprise pour moi quand tu m'en avais parlé au départ, parce que je me disais, mon Dieu, quel gros projet. Est-ce que quelqu'un, par lui-même, va arriver à parler de cet univers qui est aussi dense, qui est presque un peu grandiloquent? Est-ce que tu peux faire peut-être un pas en arrière et nous parler de comment ça s'est passé, comment Rajo t'a contacté et comment est-ce que tu as travaillé, peut-être autant en tant que lecteur de Bottero, donc avec ton cœur un peu de lecteur, mais aussi toi en tant qu'auteur, avec cette espèce de recul adulte que tu avais aussi à propos de tout ça? Oui, donc avec mon frère, moi j'avais publié ce livre-là, En quête d'un grand peut-être, qui est un livre sur la littérature ado, un livre de recherche, mais qui se veut aussi grand public pour aller
parler à tous les lecteurs de littérature ado. Et Rajo m'a contacté suite à ce livre, en sachant aussi que pour moi, l'œuvre de Pierre Bottero, j'en parle dans ce livre-là, était vraiment fondatrice. Et en me disant, voilà, on veut faire un livre pour les 20 ans, un livre hommage, qui vienne aussi se poser des questions sur cette œuvre. Et donc moi, quand on m'a contacté, j'étais à la fois très touché en termes professionnels de me dire, ok, le livre a été reconnu, donc on sait aussi que je peux avoir une place, on va dire, analytique sur la littérature ado. Et en même temps, le moi lecteur de 11 ans sautillait à l'intérieur de moi. Mais j'essayais de rester très professionnel. Le but du livre, c'était à la fois de retracer cette histoire-là. Donc on a interrogé la famille, on a interrogé son éditrice à l'époque, les éditeurs actuels, retracer un peu tout le parcours. Après, il y a aussi toute une partie où là, je me suis entouré de chercheurs et chercheuses en littérature de l'imaginaire, en littérature ado, qui sont venus se poser des questions sur les influences, justement, le jeu de rôle, les influences de l'imaginaire, Tolkien, etc. Se poser des questions aussi sur ce qui a fait que c'était très moderne il y a 20 ans. Donc le personnage de Salim, dont tu parlais tout à l'heure, les personnages féminins. Avoir un recul aussi aujourd'hui, 20 ans après, sur le regard qu'on a sur cette modernité-là. Et puis après, l'idée, c'était, comme c'est un livre hommage, on a essayé de chercher le plus de lecteurs possible. Donc il y a plein de témoignages de lecteurs aussi. Et la dernière partie, c'est vraiment la partie influence. Donc quelle marque il laisse aujourd'hui. Donc tous les auteurs, et surtout autrices qui s'en revendiquent, qui se sont lancés dans l'écriture grâce à lui, qui ont des influences claires sur le style d'écriture, les bottérismes comme ils sont appelés. Voilà, c'était un livre qui se voulait le plus complet possible pour à la fois lui rendre hommage et puis avoir un marqueur. C'est aussi pour ça qu'il y avait des chercheurs, de qu'est-ce qu'il a changé dans la littérature ado. On n'est pas seulement, nous on vient en tant que lecteur aussi, on est tous ceux qui ont participé à ce livre sont amoureux de cette œuvre-là, mais aussi il y a eu des vrais changements dans la littérature ado après le passage de Willan. Justement, je voulais un petit peu rebondir sur ça, en particulier peut-être avec toi, Aphrodite. Et Willan, l'œuvre, quand on la lit dans son entièreté, et même quand on s'attaque à l'autre, quand on s'attaque à Elana, on voit que Bottero était un auteur qui était extrêmement à l'avance sur son temps, autant par sa volonté. Alors aujourd'hui, on emploie l'immense mot de diversité. Sacré débat, évidemment, mais pour l'époque, c'était absolument extraordinaire. On avait rarement vu ça. Et je voulais un peu, peut-être que tous les trois d'ailleurs, que vous réfléchissiez peut-être à ça. Est-ce que pour vous, à l'époque, ça avait été révolutionnaire? Est-ce qu'il y avait quelque chose où vous vous disiez « Waouh, c'est peut-être la première fois que je me vois quelque part, peut-être aussi bien représenté ». Et qu'est-ce que 20 ans plus tard, est-ce que tu as l'impression que les choses ont un petit peu changé ou est-ce que tu as la sensation que lui, actuellement, il pourrait toujours apporter des choses nouvelles à propos de ça? Alors, pareil, il y a plusieurs questions. D'un côté, alors, c'était totalement révolutionnaire. C'est ce qu'on disait tous les trois, effectivement. Avoir des personnages racisés dans un roman d'aventure, avoir des personnages féminins qui dominent ce monde un peu. Le fait que la première série, ça soit sur une jeune fille, une préadolescente, une adolescente qui n'est pas juste, qui n'est pas juste écrite pour être le love interest de quelqu'un d'autre, mais qui est vraiment la protagoniste. Et d'avoir la suite, l'autre qui est pareil, qui est encore plus puissante. On a une femme cette fois-ci, une femme enceinte qui domine encore une fois sa série. Je pense que c'était révolutionnaire à l'époque, mais ça l'est toujours aujourd'hui. À part Pierre Bottero, je ne vois pas qui a fait ça dans les années 2000. Et là, en y réfléchissant tout de suite, je ne vois pas qui le fait en 2025. Est-ce que vous pourriez rebondir là-dessus? Parce que justement, moi, ça m'intéresse, parce qu'on emploie le mot hommage. Le mot hommage, à mes yeux, il est important parce que ça prouve
à quel point je pense qu'il n'y aurait pas autant de gens présents aujourd'hui si la trace n'avait pas été là. Comment on explique justement que cette trace, elle soit toujours là aujourd'hui, dans le grand 2025, avec pour autant autant de nouvelles séries et de nouveaux genres qui se sont de plus en plus développés? Comment on explique que la marque Botero, elle soit encore aussi vivante de nos jours? Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Aphrodite, un des plus beaux témoignages que j'ai eu après avoir publié sur les traces d'Ewilan, c'est une jeune femme trans qui me remerciait de ce livre-là pour dire elle a aimé à la fois l'hommage, à la fois toute cette partie réflexion aussi critique sur cette œuvre, mais en disant moi ça m'a plu parce que j'avais déjà ce regard-là aussi de m'interroger et je pense que c'est quelque chose qui l'a beaucoup amené avec ses lecteurs. Il n'était vraiment pas dans une position surplombante. Trait de mentor, on en parle aussi dans le livre. Du coup, il était à la fois, il avait une vision et en même temps très ouvert à ce que lui disaient ses lecteurs et à ce que les élèves, comme dans Elana, viennent dépasser le maître aussi. Mais voilà, cette lectrice me disait, je suis trop content d'avoir ça, mais moi, ça m'a tout de suite ramené à l'œuvre. J'ai envie de toutes les relire parce qu'elle, quand elle a lu Elana, c'est en partie grâce au personnage d'Elana qu'elle a découvert qu'elle était trans. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que pour le coup c'est pas du tout un personnage trans mais ça l'a traversé quand elle a lu Elana quoi. Après donc là on parle de cette modernité là et de cette diversité là, évidemment c'est pas les seules raisons qui font que Ewilan et l'œuvre de Botero étaient incroyables. Tu disais tout à l'heure sur l'écriture que tu penses que tu comprenais pas entièrement à l'époque comment était fait ce style. Moi je pense que c'était quand même une de ses forces, c'est que il avait un style très à lui, mais aussi très accessible. Et du coup, je trouve que c'était une littérature exigeante mais accessible. Je pense que c'est vraiment le meilleur de la littérature ado quand on en arrive là. Et après, il y avait sa marque à lui de la fantasy. En effet, il s'inspirait de grandes figures comme Tolkien, enfin tout ce qu'il avait lu, lui, ça c'est toi qui me diras plus, mais ce qu'il avait lu quand il était lui-même enfant, ado, puis adulte, mais avec son côté à la française, son humour aussi. C'est une série qui est très drôle. C'est pas toujours le cas en fantasy. Il avait de l'autodérision et ça, je trouve qu'on le sent aussi. Donc voilà, je dirais ça, quelques marqueurs pour répondre à ta question. Moi, ça me donne envie de rebondir sur la question de la diversité, par exemple. Je ne pense pas qu'il avait ça en tête en écrivant. Et je ne pense pas que c'était une époque où c'est ce qu'on recherchait, ce que les maisons d'édition recherchaient particulièrement. Et je pense que c'est pour ça que ça continue de parler aux gens, c'est qu'il y a beaucoup de sincérité derrière. Le personnage de Salim, c'est un personnage, je pense, qui lui a été inspiré par son parrain, qui était un homme camerounais, dont il connaissait la famille. Et donc, il a choisi que Salim soit camerounais parce que c'était quelque chose qu'il connaissait. De même que ces personnages féminins très forts, c'est nous, c'est ses filles, c'est sa femme. Enfin, je veux dire, il a grandi entouré de femmes. C'était naturel d'avoir envie de leur faire une place dans les histoires. Et je pense qu'il n'y avait pas derrière une stratégie ou une envie de placer des choses parce qu'il le faut. Et je crois que cette sincérité, elle traverse vraiment toute son œuvre et on la sent. En fait, c'est pas possible de faire quelque chose d'artificiel qui marche autant. Il faut que ça vienne du cœur. Et à mon sens, c'est ça qui parle encore aujourd'hui. Oui. Justement, je me suis demandé je vais rester avec toi pendant une minute. Quel regard est-ce que tu penses que ton père il aurait de nos jours s'il était encore parmi nous? Quel regard il aurait sur cette nouvelle littérature ado, même enfantine, hein, à vrai dire, il y a énormément de choses qui ont changé. Toi, en tant qu'éditrice jeunesse, je pense que tu le sais. Quel regard il aurait sur ça, mais quel regard il aurait aussi sur tout ce qu'il a construit? Est-ce qu'à l'époque, tu as l'impression, volontairement ou non, qu'il disait « je suis en train de construire quelque chose de grand ». Moi, j'ai eu la sensation, quand il est parti, qu'il avait laissé quelque chose qui n'était pas encore terminé, évidemment. Donc voilà, ma question, elle est encore une fois double. Quelle vision il aurait aujourd'hui et quelle vision il avait à l'époque, même lui, de sa propre œuvre?
C'est une très bonne question et c'est une question que je me pose beaucoup sur quelle vision il aurait tout court, même sur plein de choses. Euh, je pense que mon père était quelqu'un de très enthousiaste et je pense que il aurait une vision aujourd'hui de ce qui se fait en littérature jeunesse très enthousiaste. Je pense que c'est difficile de parler à sa place. Je sais pas le dire. Je sais pas si derrière ta question, il y a est-ce qu'aujourd'hui ce serait un boomer, ce qui serait complètement dépassé, il serait resté. Je pense non, pas. Non, mais je pense pas que c'était ta question. C'est juste des fois, c'est vrai que on se demande en fait. Mais la vision qu'il avait de son vivant, sur son œuvre, je pense que c'était une vision extrêmement humble. Je pense qu'il écrivait ce qu'il savait écrire et qu'il a été complètement saisi par le succès et que c'était pas. Je crois qu'il avait beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie aussi peut-être de sujets à explorer. Je ne sais pas vers où il serait allé après en littérature. Mais voilà, il n'y avait pas d'ego mal placé chez mon père, j'en suis certaine. Ça se ressent, je trouve, immensément dans sa littérature. Avant qu'on monte sur scène, je vous racontais à tous les deux, pour une petite anecdote personnelle, quand j'ai découvert à peu près dans les mêmes années que toi, je pense au collège, et à l'époque j'étais ce gamin qui lisait énormément dans son coin, qui avait genre 0 ami, et qui... on se sait. Et j'ai cet exact souvenir de comment j'ai été introduit à l'œuvre de ton père. Il y avait cette jeune fille dans ma classe qui s'appelait Gwendoline et qui à l'époque lisait le premier tome de L'Autre, qui le relisait à vrai dire. Et j'avais été fasciné par la couverture en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y avait une librairie, vague librairie dans ma pauvre ville à l'époque. Et elle m'a passé ce livre en me disant tu vas voir, tu vas adorer, parce qu'elle me voyait toujours avec des bouquins. Sauf qu'à l'époque, la littérature, c'était plus pour moi. L'école m'en avait absolument dégoûté, le collège surtout. Et pourtant, je me suis plongé dans cette littérature-là en me disant elle est faite pour moi. Et je pense sincèrement que bien des années plus tard, je pense que je ne serais pas libraire à l'heure qu'il est si j'avais pas eu ces livres-là. Et en fait, ça m'a fait réfléchir à cette condition, on va dire, que j'avais à l'époque, qui était celui qu'on ne voyait pas, celui qui était un peu sur le côté. Et ça m'a fait réfléchir un peu à toute l'œuvre. Et je me suis dit, ce qui touche, entre autres, chez Bottero, c'est sa façon de parler des gens du milieu. Pas les losers exactement, pas les populaires exactement, mais ceux qui vivent juste au milieu, qui sont ni ignorés ni glorifiés, et qui vivent un peu leur vie, parfois dans le silence, parfois un peu à la marge, et qui font justement ce fameux pas de côté, ou qui le représentent en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que autant Aphrodite que toi Tom, que toi Brune, est-ce que Bottero c'était ça ? Est-ce que c'était l'homme qui célébrait les gens qu'on n'entendait pas, qu'on n'écoutait pas peut-être, et qui voulait justement les mettre en lumière et les magnifier un petit peu à sa façon ? Je voudrais que vous réagissiez là tous les trois à ça. Alors, sans dire que je peux lire dans ses pensées ou savoir ce qu'il voulait exactement qu'on ressente, je pense que c'est ce qui s'est ressenti en fait. Peu importe ce qui était... non, pas peu importe, mais... peu importe, oui, au final, l'intention de base, au final, en lisant les livres, c'est vraiment ce qui se ressentait. Ce côté un peu... bah oui, comme tu disais, le pas sur le côté, aller dans l'imagination. Au final, c'était vraiment c'est presque allégorie de l'enfant qui imagine un autre monde, qui imagine un endroit safe, qui imagine un endroit où il est tout puissant. Donc c'est aussi ce qui était intéressant avec ces livres, puisque on s'identifiait vachement à Ewilan, puisqu'on se disait, bah pareil, si je pouvais imaginer, si je pouvais faire devenir réalité tout ce qui me passe dans la tête, le monde serait plus beau, le monde serait plus facile.
Et je pense que c'est surtout ça qui transpirait au final. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Aphrodite, avec ces personnages qui sont, comme tu dis, un peu au milieu, ou en tout cas qui cochent pas toutes les cases des héros. Et Willan, c'est quelqu'un, elle est surdouée, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, sauf que par exemple, elle est pas hyper sympathique, en vrai. Euh, et l'autorisation que ça donne de lire des personnages comme ça, c'est de se dire il y a une grande diversité, une grande liberté dans nos façons de nous réaliser. Et on n'est pas obligé d'être hyper gentille quand on est une fille, par exemple. Ou, enfin voilà, il n'y a pas de modèle. Et Lana, pareil, c'est un personnage très fort, mais en même temps qui a beaucoup de failles, qui est très singulière. Et je pense qu'il y avait plus que des gens du milieu, enfin, il y a cette idée de middle un peu, mais il y a aussi cette idée de singularité qu'il faut cultiver. Et pour employer un terme qui existait peut-être pas trop à l'époque, il y a ce côté empouvoirant, je trouve, à la lecture des œuvres de mon père, qui a une grande, grande liberté, en fait, qui dit un peu, vous pouvez être et faire ce que vous voulez. Regardez tous ces personnages qui, par leur sincérité, accomplissent des choses grandes. Parce qu'il y a toujours cette idée de sincérité et d'authenticité. Quand on est fidèle à qui on est, peu importe voilà, nos défauts ou on arrive quand même à devenir des héros. Moi, ça m'a beaucoup. Enfin, en tant que sa lectrice et sa fille, je sais que ça me porte encore, ça. Oui, je me reconnais dans ce que tu dis sur les personnages qui ont des failles. Moi, quand j'ai relu Willan pour écrire ce livre-là, je me rappelais que un de mes personnages préférés, c'était Artis Valpierre, qui est de la caste, si je ne me trompe pas, des rêveurs. En tout cas, ceux qui guérissent. Et quand je l'ai relu, j'étais, mais c'est vrai qu'il est insupportable. Enfin, je me disais, mais parce il est un peu chiant en fait. Puis il est très dans son truc, pas très sociable. Et puis après, d'un côté, comme tous les autres personnages, il trouve une place dans cette guilde qui accompagne Willan jusqu'au bout de l'aventure. Donc ouais, ils ont tous des failles, mais ils vont tous trouver leur place aussi dans là où peut-être avant ils en avaient pas forcément, où ils n'avaient pas beaucoup d'amis. Et ça, je trouve ça très touchant. Et puis c'est vrai, Willan, elle est un peu tête à claque aussi d'un côté, quoi. Mais elle est aussi très loyale, elle a aussi très amicale. Enfin, ils ont tous quelque chose qui va ressortir chez eux et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, quand je fais des rencontres scolaires, je présente toujours mon livre et la première question que je leur pose, c'est toujours est-ce qu'il y en a qui ont lu Willan? T'en as toujours un ou deux qui lèvent la main. Et moi, ça me touche trop. Je me dis, c'est incroyable qu'on l'ait lu à nous, à notre âge, il y a 10, 15, 20 ans, et qu'aujourd'hui, il y a encore des ados de 10, 12, 11 ans qui soient en train de le découvrir et qui l'aiment souvent pour les mêmes raisons. Moi, ce qui m'a un peu touché aussi, parce que je rebondis sur ce que vous avez dit, Camille, au départ, quand on la rencontre, c'est un peu la je sais tout, limite un peu insupportable. Elle est quand même extrêmement rebelle, malgré son hyper intelligence. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, qui est-ce que toi, t'aurais eu envie d'être à l'époque? Et je me suis souvenu, et là j'ai pensé à Aphrodite, parce que tu représentes aussi pour moi une forme de féminité que je trouve absolument fantastique. Et je me suis dit, moi, à l'époque, quand je l'ai lu, je voulais être Elana, en fait. Voilà, je ne voulais être personne d'autre que Elana, parce que c'était la meilleure. Et je pense que ça a donné une possibilité, effectivement, à ces lecteurs, je reviens sur ce que tu disais, d'être absolument qui ils voulaient être, sans avoir la honte qu'il y allait derrière. Et je trouve que ça représentait, je pense, les gamins qu'on était à l'époque, peut-être les fonds de la classe qui lisaient un peu trop. Moi, ça avait été une révélation totale. Si j'avais pu être Elana, je l'aurais. Un cosplay à l'époque, ça aurait été génial. Mais je pense que mon père se sentait pas mal Elana lui aussi. Ouais. En vrai, je pense. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que j'arrivais pas à formuler, je pense. C'est que vraiment tous les personnages de cette aventure ont d'énormes défauts, si on regarde bien.
Je crois que Bjorn était défini comme presque un alcoolique ou quelque chose comme ça. Edwin était absolument insupportable et autoritaire. Et au final, je pense que c'est ce qui permettait de s'identifier un petit peu à n'importe qui, parce qu'on oubliait le genre, on oubliait le personnage et la description physique, et on se souvenait plus que de la perception du personnage. Et c'est d'autant plus facile en fait de s'identifier à Elana, par exemple, qui, dans les faits, on est loin d'être une femme, je crois, d'1m75 avec une natte jusqu'en bas des fesses qui peut monter le long des murs. Mais en fait, par ses qualités et par ses défauts, c'était tellement plus facile de s'identifier à elle que à d'autres personnages. En fait, je pense que c'est vraiment ce qui faisait la force du world building et de tous les personnages de toute la quête, en fait. Je me suis souvenu d'un détail, j'en parlais à Brune tout à l'heure. J'ai grandi dans une minuscule ville du sud de la France qui s'appelait Istres. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais oh, vous connaissez, incroyable. Waouh, ça fait plaisir. C'était nul, hein. Ouais. Et j'avais eu la chance à l'époque que Pierre Bottero intervienne dans mon lycée. Alors il était intervenu parce qu'il faisait beaucoup de rencontres avec des étudiants, avec des classes, mais il était aussi là pour soutenir une autrice qui avait peut-être 16 ans à l'époque et qui venait de sortir son premier roman et qui était immensément inspirée par son œuvre. Donc il était là pour les deux choses, et je me souviens d'avoir rencontré un homme qui était d'une générosité extrême, mais qui était aussi extrêmement humble, comme tu le disais tout à l'heure. Et j'ai le souvenir très exact de cet homme qui ne réalisait pas encore totalement ce qu'il pouvait apporter aux gens. Il avait regardé tous les jeunes qui étaient présents avec une espèce de lumière dans les yeux, qui était presque de la malice, je trouve, comme s'il était un peu l'un d'entre eux. Et je me suis dit, est-ce que tu as le souvenir, toi, Brune, d'un père, d'un auteur qui vivait un peu pour ça, un peu pour ses rencontres avec les plus jeunes, avec son lectorat? Est-ce que c'était une partie intégrante de son métier? Parce que je sais quand même en tant que libraire qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs pour qui c'est pas nécessaire et pour qui c'est limite un peu terrifiant. Mais j'ai l'impression que pour ton père, c'était pas du tout le cas. Non, il faut savoir qu'il avait de longues années d'enseignement derrière lui. Donc la transmission aux enfants, aux plus jeunes, c'est quelque chose qu'il connaissait très bien. Mon père, c'était quelqu'un de très pédagogue qui savait très bien expliquer, se mettre à la portée d'interlocuteurs plus jeunes. Et donc, je pense que pour ça, il n'avait pas du tout peur d'aller à la rencontre de ses lecteurs, et que c'était même une évidence. D'autant que quand il a commencé à être publié, il n'était pas très connu. Il était aussi enseignant à côté. Et pour faire connaître les livres, voilà, il a fallu après, petit à petit, qu'il aille faire des rencontres scolaires. Et même au moment où il aurait pu financièrement s'en passer, parce que c'est quand même, ça fait partie aussi de la vie économique des auteurs, hein, de faire des rencontres scolaires. Même au moment où il aurait pu s'en passer, il a continué d'en faire, parce que je pense que ça lui gardait aussi les pieds sur terre. Alors, voir l'admiration dans les yeux des enfants, à la fois, ça fait un peu monter, mais ça fait garder les pieds sur terre, parce qu'il y a une sorte de pacte, genre c'est pour eux que j'écris. Il faut que je sois digne de l'admiration qu'ils me portent. Donc je crois qu'il y avait cet échange-là qui était très important pour lui, et qui, je sais qu'il était toujours très très surpris et très ému de voir notamment des tout jeunes lecteurs qui avaient commencé à lire grâce à ses livres. Il en a rencontré pas mal quand même des lecteurs qui rentraient dans leur vie de lecture. Et qui disait que c'était grâce à ses livres. Et ça, je pense que c'était quelque chose c'était le plus beau cadeau possible. Parce qu'il faut savoir que c'était un très gros lecteur, mon père. Avant tout ça, il lisait énormément. Mon père, il passait son temps à lire. Donc pour lui, être lecteur, c'est ce qui a vraiment construit sa vie. Donc de voir qu'il participait à la construction d'autant de jeunes vies, voilà, c'était la récompense ultime. Je me suis demandé qu'est-ce que le jeune Tom et qu'est-ce que la jeune Aphrodite auraient aimé dire à Bottero s'il l'avait rencontré à l'époque, et peut-être s'il l'avait eu en face d'eux maintenant.
est-ce que ça aurait été diamétralement différent? Moi, j'ai aussi la chance de l'avoir rencontré mais quand j'avais 11 ans, donc en tant que fan. J'étais tout petit et il devait être surdoué comme Camille, je sais pas, mais il avait ce truc où il se souvenait des lecteurs. Moi, je lui avais écrit une lettre, il se souvenait très bien de ce que je lui avais écrit. Il avait répondu à la lettre, donc je sais pas s'il répondait à toutes les lettres, mais c'était quand même, je me disais, il a quand même beaucoup de lecteurs. Après, aujourd'hui, je lui dirais ce qu'on a dit aujourd'hui, à quel point ça a été important. Même moi, en tant qu'auteur, aujourd'hui, je sais que dans mes inspirations, il en fait partie, dans ce que j'écris. Ce que j'aimais beaucoup, moi, dans sa plume, et que j'aimerais lui dire, c'était la liberté qu'il avait. Donc, je pense que le côté humble en faisait partie. Mais quand on lit son... Oui, c'est c'est perturbant. Quand on lit son... Un appel aux armes. Quand on lit son œuvre, c'est vrai qu'il y a dans son écriture quelque chose de très libre. Certes, c'est un roman, mais notamment dans Elana, il y a une grande poésie aussi. Les touches d'humour, même au début de chaque chapitre. Dans Willan, à partir du 2e, il me semble, il y a des espèces de petites entrées où c'est soit plusieurs personnages, des recettes, c'est drôle aussi. Moi, j'ai aimé cette liberté-là et je pense que c'est ça que je retiens le plus de son écriture. Je pense que moi, tout simplement, j'aurais dit merci d'avoir créé cet univers qui est à la fois aussi simple à aborder, mais une fois qu'on est dedans, qui est aussi complexe, qui nous donne l'impression de pas juste lire un livre ou lire un roman, mais vraiment de se plonger dans un univers complet et très bien fait. Malheureusement, moi, je pense que je suis le seul ici à ne pas l'avoir rencontré. Je suis pas sûr qu'il soit venu en Guadeloupe. Ça faisait peut-être un peu loin. Donc malheureusement, j'ai jamais pu le rencontrer. Mais je pense que ça aurait été pareil. En fait, juste tout simplement merci. De lui donner énormément de gratitude d'avoir réalisé cette œuvre, d'avoir fait quelque chose d'aussi complet, d'aussi bien fait et d'aussi accessible, tout simplement. Je profite donc de cette question parce qu'il y a beaucoup de gens, dans l'assemblée et on a en fait on considérait ça aujourd'hui aussi comme une scène ouverte au témoignage peut-être de lecteurs de Botero. Et donc si certains d'entre vous peut-être veulent prendre le micro, on va peut-être en passer un dans le public. Vous n'hésitez pas à lever la main. Parce que nous aussi, voilà, on voulait entendre quelques petites anecdotes personnelles aussi pour enrichir tout ça. Les happenings artistiques du cover extra, vous inquiétez pas. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être là, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être la moi de 16 ans qui parle, mais du coup vraiment comme vous l'avez dit, moi le monde des Willan c'est vraiment ce qui m'a construit même en tant que femme et j'ai lu absolument tous les livres de Pierre Bottero et du coup j'avais également une petite question. Je sais que il me semble le dernier livre qu'a écrit Pierre Bottero c'était Nos âmes croisées, grand livre aussi incroyable d'un autre univers et il me semble que Pierre Bottero avait eu l'intention de réunir un peu tous ces mondes jusqu'à Nos âmes croisées, à la fois l'autre et Willan et Elana. Et je voulais savoir si du coup vous saviez, il me semble qu'il voulait faire une suite, puisque c'était vraiment le premier tome d'une série de livres qu'il voulait lancer. Et je voulais savoir si vous aviez peut-être des informations sur la suite, si ce qu'il voulait faire. Parce que du coup, moi, j'ai arrêté ce livre et j'étais juste bouleversée de savoir que ça s'était terminé. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc voilà, merci beaucoup. C'est la question que je voulais pas poser. Je peux répondre. Bien sûr. Si on avait trouvé des trucs dans les tiroirs, je pense qu'ils auraient eu le temps de venir jusqu'à vous. Donc oui, c'était prévu, oui. Qu'il y ait une suite et que ces mondes se recroisent. Alors, il n'y a que dans son esprit que ça avait peut-être commencé à se créer, à avoir du sens. Voilà, ça fait partie des nombreuses choses non terminées que ça... Voilà. Mais est-ce que de toute façon, il n'y avait pas un espèce de multiverse Bottero? Évidemment. Mais oui. Ouais. C'était l'ambition, je crois.
Mais il existe une fanfiction en ligne de quelqu'un qui a essayé d'écrire la suite. Donc moi je ne l'ai pas lue, mais elle existe. Et puis sinon, il faut écrire la sienne. Bonjour, je suis un peu émue aussi d'être là parce que la lecture d'Ewilan a changé le cours de ma vie. Je l'ai lu quand j'avais 13 ans et quand j'ai fini la série, je me suis promise 3 choses. La première, je travaillerai dans une maison d'édition un jour. La deuxième, ma fille s'appellera Elana. Et la troisième, je deviendrai autrice. Je travaille dans une maison d'édition. Ma fille a 10 mois, elle s'appelle Elana et je suis en train d'écrire mon premier roman. Donc... Et j'ai perdu ma maman aussi très jeune, donc je suis un peu émue aussi parce que je comprends et j'entends. Et voilà, merci d'être là et de parler de lui et merci à tout le monde de continuer à faire vivre son œuvre. Merci. Eh bien, si on n'avait pas pleuré tout de suite, on va commencer maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole par hasard? Je crois qu'il y a des... Ouais. Alors oui, déjà, je voulais dire que moi et Ewilan, évidemment, ça a bouleversé ma vie. Pareil, j'étais cette fille sans amis qui lisait beaucoup et je me souviens exactement comment aussi j'ai découvert ce monde. J'étais à la bibliothèque, je cherchais quelque chose à lire et une jeune fille m'a dit tiens, moi j'ai lu ça pourrait te plaire. Et je l'ai lu et j'ai tout enchaîné à la suite. En fait, ça a ouvert un champ de possibilités énorme, je trouve, sur la littérature jeunesse en général, sur ce qu'on peut trouver maintenant et ce qu'on pouvait trouver à l'époque. C'était révolutionnaire. Et également, Tom, ton livre m'a beaucoup aidé pour l'écriture de mon mémoire sur la littérature young adulte et du coup le parallèle avec la littérature jeunesse et adolescente. Ça a vraiment été super intéressant et super utile, donc merci pour ça. On a encore peut-être le temps de une ou deux interventions. Donc bonjour, merci aussi d'être là parce que comme les autres personnes l'ont dit, Ewilan c'est une grosse partie de notre vie. Moi je tenais aussi à rajouter que dans ma famille on lit beaucoup, que ce soit mon père, mon frère, ma sœur, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup liés en fait de lire Ewilan, Elana, et je trouve que c'est vraiment un roman qui traverse les générations et pas seulement un roman jeunesse, et que même le redécouvrir encore maintenant à 20 ans, 25 ans, enfin même 40 ans, ça reste toujours quelque chose qui résonne, peu importe l'âge qu'on a. Et je trouve que c'est aussi la force de ces romans et de cet univers. Est-ce qu'une dernière personne voudrait intervenir? Bonjour. Alors moi, je n'ai jamais lu ces livres, mais j'ai eu la chance de l'interviewer en 2008 dans une petite librairie à Pélissane. Et je me souviens qu'à la fin de l'interview, il m'avait fait part de son envie de voir son œuvre un jour adaptée à l'écran. Et j'ai vu là sur Google que c'était en projet. Est-ce que vous savez où ça en est? Est-ce que vous avez votre mot à dire sur cette adaptation? Oui, il y a une adaptation en cours de La Quête d'Ewilan, le premier tome en tout cas de la série, sous forme de série animée qui est en train d'être développée par un studio d'animation qui s'appelle Andarta. C'est en bonne voie là il y a un partenariat avec France Télévisions et ça devrait normalement sortir à partir de 2026. Voilà, et on a été, nous, le Rajo, l'éditeur, et nous, la famille, on a été beaucoup interrogés pour la création de cette série, c'est-à-dire qu'on a pris part on a relu tous les scripts, on a donné nos accords pour plein d'étapes de validation, donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire main dans la main avec Andarta et qui promet d'être un très beau projet. Voilà.
Et si je peux ajouter celle qui a lancé l'œuvre, enfin qui a lancé l'adaptation, Claire Dickman, c'est une très grande connaisseuse de l'œuvre aussi. Elle a écrit des bibles de personnages d'univers, donc je pense que c'est entre de bonnes mains aussi. Et allez voir la bande-annonce qu'ils ont sortie, c'est... Ça donne déjà très 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 envie pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Il nous reste 4 minutes exactement et je voulais qu'on s'éloigne très légèrement de ce pourquoi on était là, parce que je voulais qu'on parle un petit peu de vous trois. Moi, je voulais savoir c'était quoi la suite. C'est quoi la suite pour Tom? C'est quoi la suite pour Brune? Est-ce qu'il y a un projet d'écriture quelque part? Et c'est quoi la suite pour Aphrodite? Chacun se passe le micro. Allez-y, faites votre promo. Eh bien, si vous avez aimé En quête d'un grand peut-être, un deuxième livre arrive à la fin de l'année et en financement sur Ulule jusqu'à ce soir. Donc, n'hésitez pas, pour que le livre existe, on a besoin de ça. Et voilà, et moi aussi, j'écris mon premier roman en ce moment et je pense à Pierre Bottero en écrivant. Moi, je pensais... Enfin, j'ai longtemps dit que j'écrirais jamais. Parce que souvent, enfin je sais pas, c'était peut-être une sorte de crise d'ado, genre moi je veux pas faire comme mes parents. Ma mère m'a toujours dit si tu vas écrire, et donc voilà, ça m'a rattrapée. Donc après ce premier album publié, voilà, j'ai d'autres projets d'écriture. Je suis très lente. Je suis pas lente pour tout, mais pour l'écriture, je suis lente. C'est quelque chose pour lequel j'ai encore beaucoup de difficultés comme ça à me sentir légitime. Mais j'ai des projets d'écriture, oui, pour les enfants, dans des tiroirs. Et puis après, moi, le principal de mon activité aujourd'hui, c'est de lire des livres à des enfants. Donc je suis médiatrice culturelle dans une association. Et donc, voilà, je baigne. Je barbote avec joie dans la littérature avec des enfants et je compte continuer de faire ça longtemps parce que c'est vraiment mon lieu, ma safe place. Voilà. Alors pour moi, la littérature n'est pas exactement mon fer de lance. C'est pas vraiment mon activité principale, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été en projet, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Et maintenant que, disons, mon activité me permet d'avoir plus de temps personnel, c'est peut-être quelque chose à venir. J'ai quelques idées, quelques projets, pourquoi pas les développer un jour. Mais en attendant, vous allez me retrouver sur des talons de 17 cm et des perruques beaucoup trop grosses, c'est déjà pas mal. On a hâte, Aphrodite. Et qui sait, Aphrodite Amour, Agora du Festival du Livre Paris 2028. Peut-être pour un livre. Qui sait, peut-être. Merci à vous trois. Il nous reste exactement 1 minute. On a été fantastique. Minute près. Merci. Je voulais encore une fois tous les trois vous remercier. Venir ici aujourd'hui, c'était... je venais en tant que libraire, évidemment, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je venais aussi en tant que garçon qui écrit et qui espère être lu aussi un jour. Mais je venais aussi et surtout en tant que lecteur et en tant qu'immense amoureux de l'œuvre de Bottero. Et donc être entouré par vous trois aujourd'hui, c'est un véritable honneur. Donc voilà, je vous remercie sincèrement, vraiment. Merci à toi pour tes questions et ta passion. Merci de nous avoir invités surtout. Avec plaisir. Et oui, donc du coup, vous pouvez les applaudir et ce sera les 30 dernières secondes. Et en fait, c'est vous que vous applaudissez aussi parce que ça fait immensément plaisir de voir autant de gens venir pour une œuvre qui a maintenant 20 ans et qui est peut-être plus vieille que certains d'entre vous. Donc bravo et merci pour ça. Et très bonne fin de journée.